Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'émission à découvrir. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial, un passionné de musique qui a enfin décidé de sortir de sa chambre. Aujourd'hui, je reçois Félix Aubin qui viendra nous parler de son synthétiseur. Bonjour Félix. Salut, ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Peux-tu nous en dire un peu plus sur c'est quoi un synthétiseur? Ben, un synthétiseur, c'est avant tout quelque chose qui va permettre de créer des sons de A à Z grâce à des signaux électroniques. On va pouvoir moduler des sons et créer des sons totalement uniques. On peut aussi peut-être recréer des sons de guitare, de piano de façon plus ou moins réaliste. Il faut quand même savoir s'y prendre, mais en tout, c'est pas mal ça. C'est pas mal un objet de création musicale. Parfait. Puis c'est quoi l'histoire du premier synthétiseur en fait? Ben oui, ben là, on remonte très, très loin dans le temps. Il faut aller en 1899 quand il y a M. Élie Chegré qui a créé le premier synthétiseur qui était très, très, très gros. Là, si je peux donner une idée, là, le synthétiseur pouvait faire la taille de mon sofa chez nous. Toi, dans ces années-là, tu n'étais pas né? Non, dans ces années-là, je n'étais pas encore Ok. né. Il y a ma grand-mère de l'époque, qui était assez vieille, ma grand-mère, qui l'a utilisé, là, puis elle n'avait pas aimé ça parce que justement, c'était pas très, très pratique. Ok. C'était par signaux mécaniques, puis on pouvait essayer de moduler des sons avec ça, mais c'était pas évident. Puis l'évolution du synthétiseur au fil des années, peux-tu nous en parler un peu plus? Écoute, il faut savoir que si on fait un bond dans le temps encore de 20 ans plus tard, on a M. Tadeusz Kael qui, lui, a donc inventé le premier synthétiseur par signaux électromécaniques, oui, c'est bien ça. Donc, on a bien step up, on a bien évolué, le synthé est un petit peu plus petit. Donc, voilà, c'était une évolution, mais si on part du côté technique, puis on part plus, mettons, dans l'industrie musicale, il faut savoir que c'était un instrument vraiment pas beaucoup utilisé dans ce temps-là. Au début des années 1900, le synthétiseur, on avait des instruments à queue, des instruments à cordes, des pianos, des guitares. C'était ça qui était le plus utilisé dans l'industrie, jusqu'à temps vraiment que on se développe, puis qu'on fasse un bond dans le temps, dans les années 1960, où il y a la compagnie Moog qui a parti leur premier synthétiseur Moog. Donc, c'est un très, très bon step-up. On a bien évolué. Puis, il y a un petit groupe que je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle les Beatles. Non. Tu connais pas ça, hein? Non. C'est pas très, très connu comme groupe. Ils émergeaient dans le temps. Ils ont commencé justement à toucher à des synthétiseurs Moog. Puis bon, vu que c'était un groupe pas connu, mais très, très influent dans la culture musicale à l'époque, tout le monde a voulu commencer à composer avec ça quand ils ont vu qu'eux autres faisaient des productions avec ça. Et puis là, ben, les années 70, ça s'est enchaîné. Le disco, les années 80, Michael Jackson, Fait que jusqu'à c'est les aujourd'hui. Beatles un peu l'empire du synthétiseur. Si tu veux le dire comme ça. Dans mais la c'est- musique moderne, en Oui, fait. c'est les premiers qui en ont utilisé pas mal. Puis ça, en fait, un Akai comme ça fonctionne comment? Bien, comme celui-ci que j'ai ici, qui est le Akai MPK Mini 2, qui est dans le fond un clavier MIDI aussi, on peut dire synthétiseur, mais c'est un peu les deux. On a ici 2 octaves pour jouer les notes des sons qu'on a réussi à moduler, tout simplement. Et puis, on peut ici, si on n'a pas assez de 2 octaves de piano, monter ou descendre nos octaves juste avec ça ici. Donc, ça nous permet d'avoir tout un piano au complet. Ici, j'ai une banque pour assigner que ce soit des presets, des mélodies déjà tout enregistrées ou même des instruments de batterie. Des drums, ouais. Des drums, exactement. Ok. Donc, on peut assigner ça ici. Puis si on n'en a pas assez de 8, on a juste à cliquer ici, on en a 8 autres à notre disposition. Donc, c'est assez bien. Ici, j'ai un arpégiator. Et la partie qui ressemble plus à un synthétiseur, mettons, j'ai ici des modulateurs qui vont des faders, Ok. en fait, que je peux assigner grâce, si on peut voir ici, à ça que je branche dans mon logiciel. Et avec ça, je peux créer des sons, je peux changer la reverb, l'amplitude, tout ça pour pouvoir créer et moduler un son de A à Z. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le Akai MPK Mini 2. Fait que c'est vraiment un bel instrument, ça permet de faire beaucoup de choses. Puis c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu recommanderais ce synthétiseur-là à n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde? Totalement, même si vous commencez dans la musique, parce que il est pas cher. On peut le trouver sur Internet assez facilement. Il est très abordable. Il est family-friendly aussi. C'est comme je vous ai montré. Là, on peut naviguer là-dessus super Dans le fond, facile. Félix, je vais te couper là. C'est parfait. C'est maintenant tout le temps que nous avions à l'émission à découvrir. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission où je vous présenterai le micro AKG P120. Merci, à tout de suite.
bienvenue à l'émission. Bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir my friend Kevin qui va me parler de son famous micro KFG. AKG, excuse. Salut Kevin, ça va bien? Ça va super bien avec une introduction comme ça, mon chef. On est prêt pour tout. Donc, Alright. ouais, je vais te parler du micro AKG P120, Ok, bah, pas parle-moi FPG. Ok, parle-moi de ce famous micro, genre. Dans le fond, ce microphone-là, c'est un excellent micro. J'ai commencé ma carrière mondiale avec ce microphone-là. Dans le fond, il y a un excellent low pass dessus pour la compression de la voix. C'est excellent. C'est un microphone qui est pas cher, abordable, un beau microphone de la marque Alright. AKG. Bah, à quoi te sert ce micro? Ce microphone-là, dans le fond, un Yeah. microphone, c'est fait pour enregistrer de la voix. Mhm. Le chant, des voix off, tout. Moi, ça me sert dans mon studio de musique. Alright. Yes. So, tu as déjà fait en fait des projets avec ce micro-là? Oui, j'ai Parle-moi fait de plusieurs projets. Ton dernier projet avec ce Ben, j'ai fait plusieurs albums. La majorité, c'est des clients que je reçois au studio. J'ai fait des albums, des chansons. Il me suit, ça fait 5 ans, ce microphone-là. Ok. C'est pas débattable, c'est le meilleur microphone. Ok, alright. Bah, pourquoi tu as choisi ce genre de micro ou bien cette marque-là, genre? Honnêtement, c'est parce que dans le temps, j'avais les poches vides, je voulais un microphone. C'était pas cher. Je l'avais jamais testé. Là. Je suis arrivé au Archambault. J'ai dit, mon chum, c'est ça que je veux. Il m'a mis ça sur la table. J'ai pris mon argent qui me restait, donné ça. Ok, Puis j'ai pas été déçu. Je l'ai branché direct à la maison. ok, wow. J'ai fait une petite chanson. C'est parfait. Où tu l'as trouvé en fait, ça, online ou? Non, je l'ai trouvé en magasin au Archambault, Ok, aux promenades de Gatineau. ok. Bah, je pense pas que c'est cher, non? Non, Ça coûte c'est. combien? Je pense que je l'avais payé dans le temps, à l'époque, environ 140 $ canadiens. Ok. Ah, ok. Ah, Ouais. c'est pas cher. L'année passée ou ça fait Non, combien, non, là? c'est back then. Ah, 5 ans ok. passés, oui, oui. Ok. Bah, tu le recommandes en fait aux autres ou? Oui, je le recommande. Justement, si tu veux l'acheter, je te le vends à 100$. Non, Ouais, mais c'est bon, sérieusement. Sérieusement. Oui, c'est un excellent microphone. On peut tout faire avec ça, des voix off, du chant. C'est abordable. C'est tout ce que j'ai dit, en fait. C'est le meilleur microphone, mon chef. Ok. Bah, t'as-tu un autre micro? Oui, La même oui, marque, oui, oui. genre? Non, c'est pas la même marque. Mhm. Dans mon studio, j'ai plusieurs marques. Ce qui fait fonctionner ce microphone-là dans mon studio, c'est une carte de son Presonus. Ah, ok. J'ai du Presonus. Mes écouteurs, c'est tout du AKG. Mhm. Dans le fond, comme on peut voir à l'écran, on a ma carte de son Presonus. Dans le fond, comment on branche ce microphone-là? On branche un XLR, on vient l'envoyer dans la carte de son. La carte de son prend l'audio, vient le traiter et l'envoie dans la carte de son de l'ordinateur. Et ensuite, avec le 48 volts, on peut faire fonctionner ce micro-là parce que c'est un microphone qui a besoin de courant. C'est pas un Ok. microphone à batterie. Où tu te procurais ce micro, genre? C'est la 3e fois que je le dis, mais au Archambault. Ok. Ouais, Alright. c'est ça. Ok. Bah, tu me dis que c'était quoi en fait la dernière chanson que tu l'as enregistrée avec ce micro? En fait, tu as un rapport, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, ouais. Bah, parle-moi de ça La dernière en lien chanson, avec ce micro. j'ai fait tellement de chansons, mon chef, je pourrais pas te dire de titre. La dernière chanson. La dernière chanson, c'était une chanson d'amour. Je suis un gars sentimental. Ah, ok. Je fais beaucoup de chansons d'amour avec ce microphone-là. Je suis quelqu'un de... En fait, je suis pas capable de give up de mon ex, là. Je suis pas capable. Ok. Fait que c'est ça. C'est ça. Bah, ok. Bah, et pour l'autre micro que tu l'as, ça coûte combien? Il est plus cher que celui-là? Mon autre microphone, Ouais. euh, Bah, en fait, c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci à nos fidèles fans d'avoir suivi notre famous épisode. Bah, à la prochaine et on se voit bientôt. Merci.
Bonjour à vous et bienvenue à l'émission À découvrir. Vous êtes fan de séries, de films, vous êtes toujours devant votre écran. Bien, aujourd'hui, vous allez être servi parce qu'on reçoit Monsef qui vient nous parler de la télévision. Donc, ça va bien, Monsef? Ça va, merci. Et toi? Ça va super Aujourd'hui, bien. on va parler beaucoup de la télévision, en fait. Ouais. Genre, je suis heureux d'être là, en fait. Bien, c'est parfait. Donc, est-ce que tu peux commencer par me donner une définition générale sur la télévision? Yes, la télévision, comme vous savez, est un ensemble de techniques destinées à émettre et à recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés, émissions, films et séquences publicitaires. Le contenu de ce programme peut être décrit selon les procédés analogiques ou numériques, tandis que leur transmission peut se faire par ondes radioélectriques ou par réseau câble. So, c'est ça, en gros, la définition générale de la télévision. OK. Puis, plus les années ont avancé, plus la technologie a avancé. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de l'évolution de la télévision? Comment ça a commencé? Bah oui, en fait, comme vous savez, je ne sais pas si tu le connais ou pas, John Baird, tout a commencé par l'inventeur John Baird en 1926, présentant son procédé de réception d'images sur le tube cathodique à la Royal Institution à Londres. Cette invention fut nommée téléviseur. Brad commercialisera le premier récepteur grand public en 1930. Le plus jeune n'ont jamais connu la TV sous sa forme cubique. Que dire alors de cette pièce de bois disposant d'un écran en noir et blanc de 5 pouces? Il n'y avait que quelques centaines dans les foyers, car coûtant très cher. Coûtant presque le prix d'une voiture de l'époque, la télévision était alors un objet de luxe. En gros, la télévision, il n'a pas accès à tout le monde. C'est juste une partie de la population, parce qu'il était vraiment cher. OK. C'est ça, en OK. gros. Puis, c'est quoi les avantages que cette invention-là donne à l'humanité? Comme vous savez, à l'époque, il y a beaucoup d'avantages plus qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, on a des cellulaires et tout. C'est plus facile. Ouais, c'est ça, exact. Mais avant, il y a beaucoup de désavantages, une boîte de bois, waouh, c'est quoi ça? Le monde a devenu petit à cause de ça, en fait, pour être plus efficace, la télévision est une forme de divertissement très pratique et confortable. Avec l'innovation de la télévision, on n'est plus obligé de se rendre dans les salles de ciné pour avoir les films. Comme vous savez, à l'époque, tu étais obligé d'aller au cinéma. Tu prends le week-end ou le dimanche pour aller avec la famille au ciné. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au ciné. Comme vous savez, c'est moins compliqué. Tu peux regarder tout ce que tu veux. Exactement. Tu peux regarder tout ce que tu veux à la maison live. Il y en a beaucoup de plateformes. Plus que l'époque, il y a Netflix, il y a Tube, il y a Prime, il y a TV Prime. Comme vous savez, il y a beaucoup. Il y en a qui sont payés, tu dois payer, mais il y en a qui sont gratuits. C'est ça. On a parlé des côtés positifs. Est-ce que tu peux me parler des côtés négatifs? C'est quoi les inconvénients de la télévision? Vous avez intérêt de comprendre la télévision est un média passif, en devenant la télévision, vous n'avez pas trop réfléchir. Dans la plupart des cas, vous n'avez qu'à subir ce que se passe et ce que vous voyez. Il vous déjà constaté que quand vous êtes devant la télé, vous oubliez tout ce qui est autour de vous. Aussi que la télévision est un moyen par excellence pour formater les cerveaux des spectateurs. La télévision est devenue un influenceur très, très important, surtout pour les jeunes. C'était super intéressant. J'ai vraiment appris sur la télévision. Vous, à la maison, restez ici parce qu'après la pause, ça va être moi qui va venir vous parler du DJI Mini, le drone. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonjour et bienvenue à Vol d'oiseau. Aujourd'hui, notre émission, on ne parle pas d'un oiseau avec une plume, mais bien des ailes en métal. Je reçois Audrey qui nous parle de son drone. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, restez les nôtres, ça commence maintenant. Salut Audrey, comment ça va? Ça va bien, toi? Super, merci. Donc, j'ai vu que tu nous as apporté ton super beau drone. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, dans le fond, c'est le DJI Mini 2. C'est le deuxième de la série Mini, donc il y en a eu un autre avant, puis ça a été fait par DJI. Ah, OK. Et tu peux-tu nous parler un peu de cette compagnie-là, DJI? Oui, dans le fond, DJI, c'est une compagnie chinoise qui a été créée par Frank Wang en 2007. C'est une compagnie qui spécialise surtout dans la commercialisation des drones, mais ils font tout autre accessoires de vidéo comme des stabilisateurs, des caméras d'action, etc. Puis c'est ça, ils détiennent à peu près 76 du marché actuellement dans les drones. 76, quand Ouais. même. Puis ils sont surtout utilisés justement dans les films, dans les vidéoclips, les émissions de télévision, la musique, etc. Il y a même des policiers, des militaires qui les utilisent. Fait que c'est quand même. Ah ouais? Oui, ils sont quand même super populaires. Puis un petit fun fact, dans le fond, Frank Wang il a créé le premier prototype du drone dans son dorm room quand il était à l'université. OK. Donc, il a créé ça, puis 3 ans plus tard, il a ouvert sa compagnie, puis là, il vit la belle vie avec les beaux chiffres d'affaires qu'il fait avec ça. Eh bien, ouais, je fais pas la même chose que lui dans mon dorm room, en tout cas. Ah, ben, c'est incroyable ça. Puis, y a-t-il des particularités, des particularités qui le différencient des autres drones? Dans le fond, le DJI Mini, qu'est-ce qui le différencie? C'est un drone qui est ultra léger. Donc, ça le dit juste ici, justement. OK. Il pèse combien? Il pèse 249 grammes. Donc, c'est un drone qui est super léger. N'importe qui peut le piloter. On n'a pas nécessairement besoin de permis, pardon. Et dans le fond, il peut résister à des vents jusqu'à de 38 à 49 km/h. Quand Il même. peut aller jusqu'à 4000 mètres dans les airs. Il y a une batterie qui dure de 31 minutes de vol. Donc, c'est quand même un drone qui est quand même assez puissant. Il est tout petit, il fait beaucoup de choses. Aussi, si on n'est pas trop à l'aise de le piloter, le drone peut faire des mouvements tout seul. Donc, tout ce qu'on a besoin pour le piloter, dans le fond, c'est ton drone. Tu prends la manette, tu mets ton téléphone et dans le fond, tu vas dans l'application, tu choisis, tu veux faire tourner ton drone autour d'un building ou peu importe. Tu sélectionnes le building, puis le drone va faire son mouvement tout seul. Fait que c'est quand même assez le C'est fun. vraiment Surtout fun. si on n'est pas habitué, là, ça le fait super bien. Puis comme j'ai dit tantôt, quand tu la jettes, ça vient avec la petite manette comme ça. Tu vas mettre ton téléphone, ton drone, puis dépendant du combo que tu as une ou deux batteries. Ça dépend. Ah, vraiment tout inclus. Fait que de ce que je comprends, est-ce que n'importe qui peut piloter ça? Oui et non. Comme j'ai dit, cela, n'importe qui peut le piloter. C'est sûr que c'est toujours recommandé d'avoir un permis, comme on peut voir. Le permis, dans le fond, ça te permet juste de soit piloter au-dessus des gens, piloter projet d'aéroport, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est recommandé parce que ça évite des accidents. Crasher un drone, c'est vraiment pas le fun. Ça se comprend. Oui, donc c'est sûr que c'est toujours recommandé, mais comme je dis, celui-là, tu n'es pas obligé, mais il y a des cours justement sur l'application qui vient avec, fait que tu peux faire des petits tutoriels, ça te pratique, puis c'est le fun. OK. Wow, ben, c'est vraiment incroyable ça. Puis toi, pourquoi est-ce que tu as acheté cet objet incroyable? Moi, j'ai décidé d'acheter ça parce que je voulais juste remonter la qualité de mes vidéos. Dans le fond, quand j'étais à l'école, je voulais mettre des shots de drone. C'est toujours super beau, tout le monde est content d'en voir. Fait que j'ai acheté ça, puis je me suis pratiquée tout l'été, j'en ai fait. Fait que, ouais. OK, fait que tu as dû pouvoir faire vraiment des super beaux projets avec ça, genre Ouais. des plans de voyage ou vraiment en hauteur. C'est cool. As-tu genre une shot préférée? Quand on a Juste fait vite fait, notre comme sur une montagne, documentaire, je sais pas. quand on a fait notre documentaire, on a une shot sur un pont, un train. Ah, un ben pont. c'est cool ça, ça me donne super envie d'en faire. Ben écoute, merci beaucoup Audrey, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Ça me donne définitivement envie de m'envoler vers de nouvelles créations de contenu. C'est super incroyable comme oiseau, on va dire. Revenez avec nous bientôt pour une prochaine émission qui n'a pas pantoute rapport. Et c'est tout, salut!
Bonjour et bienvenue à l'émission Clic. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui nous amène à un objet qui va le représenter. Ça va bien, Cédric? Ça va super, merci toi. Ça va super bien. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je t'ai amené ma paire de Converse personnalisée, donc un modèle, ça le dit, personnalisé est unique au monde, il n'y en a pas deux. Ça a été créé par mes amis du secondaire à l'occasion de mon 17e anniversaire. OK. Puis eux, ils se sont dit, on prend une paire de shoes, on les personnalise, puis c'est tout pour ta fête. Y a-t-il d'autres circonstances, une occasion? Bien, c'est sûr que c'était mon 17e anniversaire, fait que c'était pas mal le moment où est-ce que, tu sais, on allait tous aller faire nos vies un peu, chacun de notre bar, chacun son cégep. Fait que pour elles, ils m'ont dit que c'était aussi une manière de comme s'assurer qu'on se rappelle les uns des autres. OK. Et c'est vrai, chaque fois que j'y pense, je veux dire, c'est les autres qui les ont faites, qui les ont vernis, fait que j'ai pas le choix de me rappeler que c'est comme une partie de mes amis d'un pied. Ben écoute, c'est pas comme si on allait s'en plaindre. C'est quoi la thématique? Parce que je vois qu'il y a plusieurs... tu sais, ensemble, c'est quoi leur lien, genre? C'est quoi ça veut dire? Ben, c'est la thématique Stranger Things, fait que la série Stranger Things, est-ce que tu as regardé? Ouais, ouais. C'est la thématique Stranger Things parce que c'est une série qui compte beaucoup à mes yeux, puis mes amis le savent très bien. Si je peux te faire comme un petit résumé de pourquoi est-ce que cette série-là compte beaucoup à mes yeux, c'est en fait... moi, j'ai commencé à regarder ça quand il y avait seulement 2 saisons sur Netflix. C'était l'été entre... tu passes du secondaire 2 à secondaire 3. Ouais. Et à ce moment-là, dans ma vie, mettons, j'allais pas super bien. OK. Puis ça m'a comme donné... ça m'a beaucoup inspiré, cette série-là, parce que je me suis beaucoup reconnu dans les acteurs par le fait qu'ils soient jeunes, peut-être à peu près du même âge que moi, puis la passion qu'ils mettaient dans leur travail, puis tout ça. Puis ça m'a comme permis d'ouvrir les yeux sur ce qui me manquait dans ma vie, mes rêves que je mettais de côté, puis tout ça. Fait que ça m'a donné le petit boost de me relever, puis de me sortir de là. Fait que j'ai réécouté plein de fois les 2 saisons qui étaient à ce moment sur Netflix. Et ça m'a motivé, après bien des behind the scenes puis des recherches, à m'inscrire dans une école de théâtre. OK. Donc, entre l'été secondaire 2, secondaire 3, je me suis inscrit à une école concentrée en théâtre, puis ça m'a permis... j'ai fait pas mal d'efforts, là, mais j'ai fait une audition, puis je suis rentré là, puis ça m'a permis de rencontrer mes amis, qui sont toujours mes amis, mais c'est des relations très importantes que j'ai dans ma vie. Puis, je crois que même sans ça, je serais peut-être même pas ici, parce que j'aurais peut-être pas continué vers le cinéma, théâtre, puis tous les arts de l'acting, etc. OK, quand même. Puis, tu peux-tu nous décrire Stranger Things pour le monde à la maison qui ne savent pas c'est quoi? Ben oui, bien sûr. Stranger Things, c'est une série qui a été produite par Netflix, qui se passe dans les années 80 à Hawkins, dans l'Indiana, aux États-Unis. Ça a été créé par les Duffer Brothers, qui réalisent aussi le show, mais il y a aussi Sean Levy, qui est un réalisateur montréalais qui a participé à la réalisation. Tu l'as peut-être connu sur le film Free Guy avec Ryan Reynolds. Malheureusement, non. Bon, c'est pas grave. Ben, la série, en gros, si je résume la saison 1, c'est l'histoire de Will Byers qui disparaît mystérieusement. Et ses amis vont essayer de le retrouver. Et en menant leurs recherches, ils vont rencontrer une jeune fille perdue et étrange au crâne rasé, qui a le chiffre 11 tatoué au poignet. Ils vont se rendre compte aussi qu'elle a des pouvoirs psychiques. Et ils vont se dire que finalement, c'est peut-être elle qui contient tous les secrets et qui serait la solution pour retrouver leur ami dans cette situation bien étrange. OK. Puis, mettons, genre, ta saison préférée. Je suis un peu un outsider sur la communauté Stranger Things, mais moi, j'aime beaucoup la saison 2. Je trouve que niveau acting, c'est tellement... t'embarques dedans. Celui qui joue Will, Noah Schnapp, là, il s'est vraiment bien mis dedans, puis je trouve que c'est pas compliqué. C'est ton personnage préféré, mettons? C'est dur à dire. Juste un préféré. J'aime beaucoup Robin, à partir de la saison 3. OK. Mais... si je peux te donner une actualité récente, Noah Schnapp, qui joue Will Byers, a récemment annoncé pas longtemps qu'il était gay puis qu'il y avait une ressemblance avec son personnage. Ouais. Fait que ça, je trouve ça bien le fun qu'il ait quand même pu inclure du LGBT, même dans les années 60. Oui, bien, ça a été 80, excuse. Je trouve que ça a vraiment été bien réalisé parce que, justement, comme ça reflète un niveau d'ouverture qu'il y a encore aujourd'hui. Effectivement. Oui. Mais écoute, merci d'être venu ici. On se retrouve dans quelques instants. On va me recevoir, moi. Avec Dominique Di-Mario, puis on va vous parler d'une boisson énergisante assez particulière que j'apprécie énormément. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci, Cédric, d'être venu. Ça fait plaisir.
Show avec moi, Dominique Di-Mario. Aujourd'hui, on a Gab de Mars comme invité qui va nous parler d'un produit assez spécial, Guru. Salut Gabriel, comment ça va? Ça va bien, toi? Pas pire. Peux-tu me parler de Guru? C'est quoi les produits dans cette boisson? Yes, en gros, c'est une boisson énergisante et faite à base 100% biologique. Il n'y a aucun produit transformé. On retrouve dedans thé vert, du thé matcha, et du thé vert, de la caféine, puis eau gazeuse, puis d'autres quelques fruits des moines aussi. Des petits ingrédients naturels de même. OK, puis l'idée de faire comme un Smart Consumption, ça a venu d'où? En fait, c'était dans les clubs de nuit à Montréal dans le temps. Il y a un gars amené que, tu sais, comme à place de s'endormir comme à minuit, genre pour que la nuit continue, et il mélangeait des drinks ensemble, puis à un moment donné, il a juste trouvé que ça goûtait bon, puis ça donnait goût. OK, so c'est canadien d'abord. Yes, en fait, c'est québécois, fait que ça vient de Montréal, puis je sais pas si c'est international encore, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui en boit. OK, puis c'est quoi la mission de la compagnie? Bien, justement, d'offrir une boisson énergisante qui n'est pas transformée, qui ne va pas gâcher ton corps ou influencer d'une certaine façon, puisque c'est juste des produits de la nature, qu'il n'y a pas de transformation, bien, c'est santé, là, c'est bon. Ouais. Toi, es-tu d'accord avec ça? Oui, je trouve ça bon. Puis, genre, je sais qu'à mettons, je peux en prendre 4, puis ça va pas faire booster mon cœur ou faire un arrêt cardiaque ou whatever, là, puisque, ouais. Question comme quelque chose comme le Guru puis le Monster, as-tu une préférence? Vraiment goût, je te dirais. Vraiment. Pas vrai, je le présente, mais ouais. Puis comment est-ce que tu as appris de la compagnie? Ça va être une réponse assez banale, mais c'est de l'émission OD, Occupation Double. Puis c'était un de leurs sponsors avant cette saison-ci. Puis c'est ça, on est juste dit, why not? Ça, c'est à cause d'OD, tu l'as juste vu sur la télé, puis tu dis, ah, je vais essayer ça. Yeah, vraiment stupide de même, puis ça a fonctionné. Hein? Ouais, c'est ça qu'il faut. Yeah. Peux-tu me parler des actes que Guru ils ont déjà fait? En 2015, ils ont lancé l'équipe Guru. Fait que, en gros, ils vont s'assurer, ils vont s'associer à des organisations, ils vont aller sur certains sites, comme des skateparks, des affaires de même, puis mélanger l'utile à l'agréable. Fait que, ils vont nettoyer ces terrains-là ou que des fois, ils vont te laisser un peu à désirer. Puis, c'est ça. Fait que l'équipe Guru va nettoyer des sites. Oui, c'est super intéressant. Tu dis, tu as regardé OD pour que c'est comme ça que tu as connu du produit. Yeah. Mais t'encourages-tu comme tes amis de l'acheter? T'es-tu comme vraiment comme un Guru buff? Genre, t'es comme, ouais, comme Guru, là, 100%, là, c'est ça. Ben, ça, faut que tu bois dans la vie. Non. Mais admettons, genre, quelqu'un va prendre la Red Bull, comme je le sais que ce produit-là est 100% meilleur. Fait que. Le Guru, excuse, ou le Red Bull? La Guru, vraiment meilleur que le Red Bull. Le Red Bull a comme des petits antécédents d'accidents, des affaires de même. Ils sont connus, mais comme, en tant que tel, moi, personnellement, j'aime pas le goût. Sinon, j'aime pas j'aime juste pas les composants. Genre, je sais que c'est pas naturel. Fait que c'est sûr que si, admettons, le monde veut l'essayer, que j'en fais la promo dans le bon sens. Qu'est-ce que tu as parlé un peu de Red Bull? Red Bull, ils font plus que juste leurs produits de boissons. Est-ce que Guru, il y a quelque chose comme ça ou non? Ou t'es juste pas au courant? Je pense qu'en ce moment, Guru, il essaie de s'établir. Ils ont sorti différentes sortes de saveurs. Je ne m'en rappelle plus lesquelles. Hein. Mais c'est ça. Puis, mais je pense que en ce moment, ils essaient vraiment juste de s'établir. Puis après, ils vont peut-être aller par ailleurs. Là, ouais, comme on peut voir, là, en ce moment, ils ont évolué comme au niveau logo. Quand même super intéressant, je te dirais. Mais malheureusement, c'est tout le temps que j'ai pour toi. Merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine, tu vas voir moi comme ton chroniqueur. On va parler un peu des prothèses, ça va être super le fun. On va tantôt. Salut!
Bonjour, chers spectateurs, et bienvenue à l'émission Technically, l'émission où on explore tout ce qui est de la technologie. Technologie a une définition assez libre. Moi, je suis Pascal, votre hôte, puis aujourd'hui, je vais vous présenter Dominique. Alors, bonjour Dominique. Je vois que tu as des prothèses, là, mais tu as 2 bras, c'est quoi, là? C'est quoi l'histoire? Ouais, ben, Ouais. simplement, c'est pas les miens, clairement. Ouais, je vois Puis je suis ça. pas quelqu'un qui fait des prothèses dans la vie non plus, Ouais. mais ça appartient à ma soeur. Ah. Ma soeur était pas assez chanceuse qu'elle a juste un bras. Mhm. Et c'est pour ça que je voulais apporter des prothèses, juste pour oser en parler du monde des amputés en général, la fondation War Amps, puis juste tout englober ces sujets en général. Ouais. Tu as mentionné War Amps. Moi, j'ai déjà vu des publicités de ça, là, mais qui sont-ils? Que Ok. font-ils? Bien, War Amps, c'est une compagnie indépendante qui reçoit des dons. Puis la façon qu'ils vont pour aller chercher leurs dons, en fait, ils ont comme des key tags qu'ils donnent à tout le monde. Puis, basically, si tu pars tes clés, tu peux mettre tes clés dans le mailbox. Puis là, ils vont se faire comme renvoyer chez toi. Mais War Amps, ils ne t'obligent pas de payer pour ce service-là, mais c'est leur façon de comme, faire la promotion. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est le monde, ben, ils sont contents de ça, puis ils donnent des dons. Mais ils ne font pas plus pour ça. En plus, leur grande cause, comme tu parlais des publicités, Ouais. bien, en effet, ils parlent beaucoup de jouer en toute sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire par jouer en toute sécurité? Bien, la majorité des amputés, à cause il y a comme 2 types d'amputés, les ceux qui sont nés avec leur amputation déjà, Ouais. puis les seuls causés par un accident. Ouais. Jouer en sécurité, c'est quand tu joues dehors ou ben, tu joues en général, c'est de le faire d'une façon que tu ne vas pas te blesser. L'affaire qui est plus commun, c'est être sur une tondeuse. Ouais. Un grand-parent ou un parent ou un père ou de quoi qui a un riding lawnmower, puis ils coupent l'herbe, puis ils ont leur jeune sur leurs genoux, puis ils conduisent, le jeune il tombe, la tondeuse va par-dessus, puis ça te coupe un bras ou une jambe. Ouais. Aussi, avant, comme en 1990 à 2000, la façon la plus populaire de perdre une extrémité du corps, c'était faire du train hopping. C'était super populaire dans le temps que, OK, t'es comme, OK, je vais sauter sur un train juste pour le fun ou pour aller de, disons, à Ottawa à Montréal. Ça sauve un peu d'argent, tu sais, faire ça, mais à la fin, ça coûte un bras. Exactement. Alors, sais-tu comment est-ce que ta sœur a perdu son bras? Sais-tu la tondeuse? Ma soeur était chanceuse dans le sens que c'est pas quelque chose de grave, elle était juste née comme ça. Ouais. Elle, ses expériences de vie, elle était chanceuse que notre famille et ses amis l'ont toujours supportée dans tout ce qu'elle faisait. Dans la prothèse que j'ai apportée aujourd'hui, il y a comme un silicone dessus. Ça, c'est à cause à jouer au basketball au high school. Ouais. Ici, j'ai aussi comme la main sur l'extension que tu Ouais, pouvais changer pour dribbler la balle. Quand elle jouait au basket, en effet, la raison il y a le silicone, c'est à cause, sa première game, un arbitre l'avait dit qu'elle n'avait pas la permission de jouer. Ouais. À cause d'être un danger pour les autres. Comme, c'est pas juste, tu sais, Ouais. elle a besoin. C'est pas t'sais. très inclusif comme affaire. Exactement. C'est dur, c'est fait en métal, ça peut faire mal à quelqu'un. Ouais. Sur la solution qu'ils ont trouvée avec ces docteurs de prothèse, ils ont dit, bien, on peut mettre un silicone autour, puis c'est comme une petite couche. Comme vraiment, ça fait pas une différence. Là, je peux te frapper avec, puis ça va encore faire mal. Ouais. Mais c'est ça qu'ils ont fait avec la Ligue, la décision qu'ils ont faite. Puis c'est ça, ils étaient capables de jouer en fin de compte. Ouais. Je vois, il y a celui-là, puis il y a celui du basketball, right? Ouais. C'est quoi celui au milieu? Sur le bras du milieu, c'était comme son premier bras. C'est juste comme un velcro, tu le mets autour, tel quel, sur, disons, comme son bras dans le temps. Puis c'était pour faire comme du crawling quand tu étais plus jeune. Mais ouais, les bras comme ça, comme, sont chers. Ouais. Sur la fondation War Amps, en effet, ils ont été capables de couvrir les coûts des bras pour aider la famille. L'assurance couvre usually comme 80% d'un bras par année, mais pas les bras comme sportifs. Oui, c'est très gentil d'eux, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié entendre ton histoire et l'histoire de ta sœur. La semaine prochaine, ça va être moi qui vous présente le cube Rubik, un des casse-têtes les plus fameux. Merci, puis à la semaine prochaine.
bonsoir à tous et bienvenue à l'émission de démonstration à découvrir. Je suis votre hôte Zachary Goulet et aujourd'hui, en fait, je vais être là avec vous pour les 5 prochaines minutes. Et aujourd'hui, on accueille Pascal Dupuis qui vient nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Pascal, bonjour, comment ça va? Ah, ça va très bien, toi, Zach? Ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler des cubes Rubik, c'est bien ça? Oui, c'est justement ça. Là. Alors, je pensais commencer avec l'histoire un Bien sûr, peu. vas-y, je t'écoute. Alors, ça a commencé avec un professeur de l'université qui voulait aider ses étudiants à résoudre des problèmes à 3 dimensions. Il a créé cette casse-tête-là, le cube Rubik, qui avait 54 collants colorés et qui pouvait tourner à 3 dimensions. OK. Ouais. Puis c'était jamais vu avant, à cause que normalement, quand tu fais ça, ça casse, puis c'est juste... Oui, bien c'est ça. Ouais. Puis comment ça... on connaît tous, on a tous déjà vu un cube Rubik dans notre vie. Moi, j'en ai à peu près une dizaine dans mes sous-sols que j'ai jamais fini. Comment ça a gagné cette popularité-là, un cube Rubik? Bien, Arnaud, après un bout de temps, il a décidé, hey, ça serait un bon jouet. So, ce qu'il a fait, c'est il a décidé d'aller aux foires d'invention, les foires du jouet international, OK. à cause que où il était avant, en Hongrie, c'était un pays communiste, puis les exports étaient très limités. Il a décidé d'aller à New York, à Paris, à Londres, à ces foires-là, pour essayer de vendre son invention. Puis un Tom Kramer a vu le potentiel, il l'a acheté. Puis au début, c'était pas très populaire, là. Mais lorsque, en 1981, la compagnie Ideal a lancé une campagne publicitaire, la popularité de cet objet a explosé. C'était ridicule. De 1980 à 1983, il est estimé d'avoir vendu 200 millions de cubes Rubik en total. Donc en 3 ans, 200 millions de... Ouais. Wow. Puis, en 2081, En 1981? Oui, 1981. 3 des 10 livres les plus vendus aux États-Unis étaient les livres sur comment résoudre le cube Rubik. Ah ouais? Hein? Ouais. Wow. Ouais. Fait que c'est vraiment là, de 80 à 83, c'est là que ça a vraiment boomé. Ouais. Là. OK. Puis comment, en fait, il a été optimisé, dans le fond? Qu'est-ce qui... Bien, ça a commencé comme un gros cube de bois, super dur à tourner. Puis là, de ces jours, les personnes y mettent des aimants pour genre tourner, pour que ça clique en place. Puis, tu sais, quand tu fais des cubes, des fois, tu tournes un peu de même, puis ça reste de même, puis tu peux pas tourner. Il met des aimants, il met des lubrifiants, puis il y a moins de friction. Okay. C'est très optimisé pour gagner le plus de temps possible. OK. Puis ça, en fait, ça m'amène justement à une autre question. Je sais qu'il y a des compétitions de cubes Rubik. Donc là, j'imagine toutes les affaires de lubrifiants, d'aimants, ça va aider avec ces compétitions-là. Peux-tu nous parler un petit peu de ces compétitions? Ça a commencé avec une compétition en Hongrie, puis le gagnant était un Mintai qui l'a fait en 23 secondes. Puis pour 20 ans, il n'y avait pas de compétition. Jusqu'à temps, en 2010, si je me rappelle bien, à Toronto, les personnes les plus populaires de cube Rubik se sont rassemblées puis ont décidé de commencer des compétitions. Okay. Ça a vraiment comme explosé de là. Donc, il y a vraiment comme des conventions là, de cube Rubik, là, que les gens ils se rassemblent là puis ils parlent de cube Rubik. C'est ça. Là. T'es-tu capable? Mettons que je t'en mélange un. Là. On va l'essayer. Je vais essayer, là. Tu m'as dit, dans le fond, qu'il y avait des fois des techniques vraiment pour résoudre ces affaires-là? Oui, mais récemment, j'ai essayé de le faire, puis je me souviens pas, mais je vais tenter. On va le tenter. Je vais pas battre le record de comme 3 secondes, Parfait. Mais ça va faire. Mais il y a pendant que tu essaies de faire ça, Pascal, nous, malheureusement, on va devoir se quitter là-dessus. Donc, on vous souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Je vois que, regardez déjà, on voit qu'il y a quand même la facilité, il est déjà sur la bonne voie. Ouais. Donc, tu l'as-tu? Non, pas encore. Okay. Il y a eu combien de versions de ces affaires-là, maintenant? Bien, il y a, comme vous voyez, le 2x2. Oh, je l'ai fait. Il l'a eu. On va essayer avec le 3x3 maintenant. Oh, le 3x3. Le 3x3, il y a le 2x2, puis ça va jusqu'au 30 par 30, quelque chose de ridicule de même. 30 par 30, quand même. Il y a des versions triangulaires, des cylindres, il y a toutes sortes d'affaires, là. C'est très... Puis mettons, entre le 3 par 3 et le 2 par 2, lequel serait plus difficile à résoudre? Bien, le 3 par 3. Le 2 par 2, c'est littéralement le 2 par 2, mais avec plus d'étapes. Right? Bon. So. Merci.
Bonjour et bienvenue à l'émission On Jazz. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zachary Goula qui vient nous présenter son casque de Star-Lord. Comment ça va, Zach? Ça va super bien, toi, Carl? Ça va bien. Good, good. Alors, peux-tu nous présenter un peu ce casque? Je pense pas qu'il y a du monde qui nous regarde à soi qui connaisse c'est quoi. Alors oui, Star-Lord, dans le fond, de son vrai nom, Peter Quill, c'est un personnage qui évolue dans l'univers de Marvel. Dans le fond, il est dans les séries de films Les Gardiens de la Galaxie, qui a été inventé par, pas inventé, mais réalisé par James Gunn en 2014. En gros, pour résumer le personnage, c'est un pirate de l'espace qui vient de la Terre. Puis, tout ça, dans le fond, il embarque dans des aventures avec ses 4 compagnons. Et c'est un personnage que j'adore et que j'aime beaucoup. Cool. Pourquoi as-tu décidé de présenter ça au lieu de quelque chose d'autre? Dans le fond, ça, c'est mon père qui a fait ça. C'est un casque qui est fait complètement avec de la mousse, dans le fond, du foam EVA qu'il appelle. Et comme on peut voir à l'intérieur, là, toutes sortes de circuits pour, par exemple, les yeux qui vont s'allumer, etc. Dans le fond, c'est ça, je le trouve vraiment cool. J'étais vraiment fier de lui, fait que je voulais le présenter ici ce soir. Très intéressant. Yes. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ce personnage-là? Je sais qu'il y a plein de personnages dans le monde. Puis... Ouais. Dans le fond, lui, il est vraiment, vraiment, vraiment passionné par Marvel. Il adore ça. Et moi aussi, d'ailleurs, il m'a comme enseigné cette passion-là, si on peut dire ça comme ça. Puis, dans le fond, il a fait toute l'armure de Iron Man quand... v'là un petit bout déjà. Puis, en fait, moi, j'y avais demandé, vu que j'adore vraiment Star-Lord, je voulais qu'il fasse un casque de Star-Lord. Puis, j'y ai même proposé, tu sais, hey, Pat, ce serait cool, une petite activité, tu sais, père-fils, je vais t'aider à faire ça. Mais il a dit non, je te veux out de mon établi, je vais faire ça tout seul. Puis, c'est ça. Il a fait ça, et puis, c'est ça. Il va-tu faire l'habit pour ce casque aussi ou c'est juste le casque? En fait, oui, il a même complété déjà l'habit. Donc, il a fait les pistolets que Star-Lord a, il a fait les petites jetpacks qu'il y a sur les chevilles. Ouais. Il a même fait un Walkman puis, avec les écouteurs. Vraiment, il s'est vraiment donné. Puis, il me l'a tout fait comme sur mesure. Fait que c'est vraiment comme mon costume. C'est vraiment très intéressant. Yes. Est-ce qu'il a rencontré quelques petits problèmes pendant la construction de ça? Bien, dans le fond, le gros problème avec mon père, c'est qu'il est extrêmement perfectionniste. Okay. Fait que c'est sûr que quand il fait des choses comme ça, il se remet constamment en question, puis il va se dire « Ah, c'est pas assez bon, je recommence. » Ouais. Fait que des fois, il peut passer, ce casque-là, ça a dû y prendre un bon 2 mois à faire juste le casque. Là. Parce que, puis c'est pas par problème de... Il le fait pas assez, genre il travaille pas dessus assez souvent ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme, il est là-dessus à chaque soir, mais après 1 mois, le travail est comme fini, puis il va faire « Ah, finalement, non, c'est pas dans là. » Pitch ça à terre, puis il va recommencer, puis il va en faire un autre. Fait que c'est pas mal ça le plus gros problème, mais il s'améliore vraiment beaucoup. Okay. Fait que ça arrive de moins en moins. Au moins, il apprend de ses... De ses erreurs, ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Fait que tout à fait. Il s'améliore de jour en jour. Est-ce qu'il y a d'autres projets futurs ou ça, c'est un de ses derniers projets qu'il veut clairement, c'est pas son dernier projet. Il adore vraiment faire ça. Là. Il s'en va dans son sous-sol puis il travaille là-dessus. Il ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il va faire après. Et souvent, là, je vais être en train de jouer aux jeux vidéo ou je regarde un film ou de quoi. Il va juste venir là, sur l'écran et il va « Ouais, ça, je fais ça. » Puis là, il va me dire « Trouve-moi ce personnage-là, envoie-moi des photos de ça. » Puis il va venir je vais aller lui porter, puis il va essayer de le faire. Récemment, il est en train de faire le casque de Maverick dans Top Gun. Ouais. Fait que, il a bien du fun avec ça. Lui, c'est un fan de Top Gun aussi. Très intéressant. C'est vraiment cool. On voit ça dans les magasins, mais actuellement, le faire, fabriquer toi-même, c'est... Ça prend du temps, puis ça prend de la concentration, puis ça prend de la patience. Alors, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, Zach, d'être venu dans nos studios. Dans la prochaine émission, moi, je viens vous présenter les patins de hockey. Alors, merci.
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Monde des patins. Je suis votre animateur Emmanuel Lemery et aujourd'hui, on va présenter Kyle Lambert, d'où sa passion pour ses patins. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Alors, vous venez nous parler des patins de hockey. À quel âge est-ce que tu as commencé à Alors, patiner? moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. C'est jeune, mais j'avais un gros rêve de jouer dans la LNH que tu voulais commencer tôt. Alors, j'ai commencé jeune comme ça, puis jusqu'à date, je ne m'ai pas rendu la LNH. OK, bien, écoute, un rêve, c'est un rêve. J'espère que vous allez le réaliser heureusement. Est-ce que tu peux nous dire aussi un peu à propos de l'évolution du patin dans l'histoire? Alors, dans les années 1900, les patins, ils ont commencé avec une lame, après un petit, comme la demi de la table, c'était pas très gros. Puis ça attachait à tes bottes. Alors, c'était une petite strap de velcro, puis tu la mettais sur tes bottes. Mais de jour en jour, ça a évolué. Alors, aujourd'hui, on a les patins de même. Mais il y a plein de grosseurs. Il y a des 9, il y a des 13. Puis, qu'est-ce qui est vraiment quoi avec les patins? C'est pas ta grandeur de soulier. C'est 2 grandeurs plus petites ou ça peut être une grandeur plus grande, mais tes patins vont briser tes chevilles. Puis, par exemple, mettons, moi qui est rendu, mettons, un certain âge, est-ce qu'il est trop tard pour... Y a-t-il un âge pour commencer à patiner? Il est jamais trop tard à commencer à patiner. Je vais patiner à chaque fin de semaine, puis je vois du monde, notre âge, plus vieux, qui patinent, ils essaient de patiner. Ils tiennent les bandes autour de la patinoire puis pour se tenir pour ne pas se faire mal, mais tu peux commencer à n'importe quel âge. Ça, c'est pas... Puis, disons, avec l'âge, normalement, on a peut-être de la misère à mieux apprendre les choses. Puis, toi, parle-nous du nouveau... Comment tu as appris le nouveau système? Est-ce que tu l'as appris quand tu étais jeune ou récemment? Alors, le nouveau système a sorti en 2019, alors juste avant que la COVID a commencé. C'était pas le fun pour les patineurs. Tu ne pouvais pas aller patiner, c'était vraiment pas le fun. Alors, le nouveau système, c'est juste la partie en bas qui a changé. Le reste, c'est la même idée. Puis c'est un petit bouton, sur ta partie du bas que si tu pèses le bouton, ta lame peut sortir. Puis alors si tu brises ta lame, s'il y a un petit crack dedans, tu peux juste le remplacer avec quelque chose d'autre, puis tu vas être good to go. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à patiner? Comme là, tu m'as dit tantôt que tu voulais jouer dans la LNH, mais que malheureusement ou heureusement, tu n'as pas été. Non. Qui t'a inspiré à Alors, moi, j'ai grandi à regarder mon cousin jouer au hockey dans la LNH. Il a joué pour Boston. Il a gagné une coupe cette année en 2011. Alors, j'étais toujours à la patinoire, puis je regardais jouer. Alors, j'ai vraiment... après lui regarder jouer pendant quelques années, c'était... Qu'est-ce que je voulais. Puis, si, mettons, tu avais mettons, toi, plus tard, tu as un enfant, c'est quoi le premier conseil que tu lui donnerais pour commencer à patiner? Ou est-ce que tu l'enlignerais vers ce sport-là? Ou... Ça dépend c'est quoi ses intérêts. S'il veut aller directement dans le hockey, je vais commencer ses patins, l'amener à comme des patins libres, des arénas, puis juste lui un peu montrer comment faire. Ouais. Puis est-ce que... Aujourd'hui, avec l'inflation et tout, est-ce qu'aujourd'hui, c'est très cher s'équiper pour jouer au hockey? Ça peut commencer pas très cher, comme tu peux acheter l'équipement, c'est tout un morceau. So, tu n'as pas besoin d'acheter chaque morceau séparément. Tu peux mettre, c'est comme un one piece. Mais ça peut, après quelques années, ton équipement peut devenir un peu plus cher, comme des centaines. OK. Bien, écoute, je te remercie beaucoup des informations. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés tout le long. La prochaine entrevue s'annonce palpitante puisque c'est moi-même, Emmanuel, qui va vous présenter de la poudre la protéine en poudre, pardon. Puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. C'est très apprécié. Merci de m'avoir eu.
Bonjour à tous et bienvenue à Masquer, la mission où on démasque toutes les pratiques du bien-être. Aujourd'hui, je suis avec ma chroniqueuse Marie-Lie. On va nous démasquer le masque pour visage Vichy. Donc, bonjour Marie-Lie, pourrais-tu nous présenter ton objet? Allô, Nicolas. Je voulais commencer par comment ça va aujourd'hui. Ça va bien, et toi? Ça va comme ça va. Donc, mon masque pour le visage de Vicky, c'est un masque d'argile, dans le fond, fait de deux argiles blanches, pardon, dans le fond, qui vont aider vraiment la peau, les pores à se resserrer. Et dans le fond, que ça va aider à éliminer les impuretés, surtout, c'est important, surtout l'été. Puis l'hiver aussi, j'imagine. OK. Puis, avec tous ces bons ingrédients-là là-dedans, j'imagine que c'est pas gratuit. Non, dans le fond, pour comme un petit 75 millilitres, OK. ça, dans le fond, c'est vraiment 45 $ sans les taxes. OK. C'est assez dispendieux. Oui, mais je veux dire, je ne l'utilise pas assez souvent pour que je dise, ça vaut pas la peine. Mais ça, tu utilises ça combien de fois par jour? Par jour? Par semaine environ. Dans le fond, je ne l'utilise pas comme je devrais l'utiliser. Il suggère de l'utiliser 3 fois par mois environ. OK. Fait que, une fois par semaine environ. Genre environ, là. Puis, moi, des fois, ça me tente juste pas ou des fois, j'ai juste pas l'énergie. Fait que je le fais comme une fois ou 3 semaines. OK. Avec tous ces bons ingrédients-là, là-dedans, j'imagine... non, on l'a déjà dit, cette question-là. Pourquoi que tu as choisi ce produit-là? Bien, dans le fond, j'aime vraiment ça me pouponner dans la vie, OK? Même si ça paraît pas, là, j'ai pas de maquillage puis tout, mais comme j'aime ça me sentir bien dans ma peau, puis je trouve que ça commence justement par la peau, de comment on se sent réellement à l'intérieur. Puis comment qu'on l'utilise, ce produit-là? Très facile. Dans le fond, tu vas l'ouvrir, hein? C'est un bon début. Après ça, tu vas juste en prendre, puis comme en étaler un petit peu. On dirait vraiment comme de la pâte, pas de la pâte à modeler, mais vraiment comme de l'argile. Bien, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment juste de l'argile. OK. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, tu le rinces. Bien, tu t'attends 10 minutes environ, puis tu le rinces à l'eau tiède. Puis j'imagine que ça devient dur un peu, puis... Oui, c'est ça. J'essaye vraiment de comme, le laisser plus longtemps que qu'est-ce qu'il recommande pour justement que tous les ingrédients ils font effet. Puis c'est ça. Puis comment tu as découvert ce masque-là? Dans le fond, j'ai vraiment utilisé... dans le fond, celui que j'utilisais avant, il le faisait plus. Puis j'ai passé comme 1-2 mois à essayer des échantillons, puis... une année, je suis juste tombée sur celui-là, puis je suis tombée en amour avec. Fait que je l'ai adopté. Puis, dans le fond, ça, on voit que ça sent bon aussi. Ça sent pas si pire. Oui. Mais ça l'hydrate la peau ou ça le... Oui, ça l'hydrate la peau. Il y a, c'est ça, je pense que j'ai oublié de le dire, il y a de l'aloe vera dedans. Puis, c'est ça, c'est ça. Puis, dans le fond, où est-ce qu'on pourrait trouver ce produit-là? Dans pas mal toutes les pharmacies. Pharmacies, oui. Ouais. Sûrement aussi dans des drugstores, genre dans des plus petits, mais plus dans des gros. Puis ça ici, c'est quoi ça? Avec ce Oh my God! J'ai totalement oublié d'en parler. Je l'ai apporté, mais justement, c'est une crème pour le visage, pour adoucir ma peau, la rendre plus éclaircissante et juste l'hydrater. OK. Bien, c'était masqué, tout le monde. Avec notre chroniqueuse Marie-Lie. Merci, Marie-Lie, désolée. Mal à la gorge un peu. Ne changez pas de poste. J'arrive avec l'Aperture MC pour l'émission Patente Biniche. Merci, bonsoir.
Bonjour et bienvenue à votre émission Patente Gounouche. Je suis Amine et je serai votre animateur pour aujourd'hui, notre émission quotidienne. Et on a le plaisir de recevoir Nicolas Saint-Pierre, ici présent, qui va venir nous parler de son Aputure MC, cette formidable lumière. Ben Alors, oui. comment ça va, Nicolas? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Ben, dis-nous, c'est quoi l'Aputure MC? Ben, l'Aputure MC, c'est une petite lumière de la compagnie Aputure. Dans le fond, c'est une lumière LED. Dans le fond, si j'enlève ça ici, c'est vraiment une lumière qui a 6 LED. Une 6 LED, c'est RGB. Dans le fond, on peut avoir toutes sortes de couleurs. Puis de tungstène jusqu'à des lights aussi. Excellent. Et dans quel scénario est-ce que tu utiliserais l'Aputure MC? Dans le fond, vu que c'est une petite taille, je ne l'utiliserais pas comme key light d'un sujet comme nous. T'sais. Dans le fond, je l'utiliserais plus dans un shooting de produits ou même dans un décor comme qu'on a ici en arrière pour faire quelque chose de beau. Donc c'est juste pour ajouter de la petite lumière de couleur. Oui, la petite lumière de couleur, on a des effets qu'on peut faire avec ça aussi. OK, d'accord. Et bien, en parlant d'effets, comment est-ce qu'on peut utiliser cette lumière, justement? Dans le fond, il y a deux manières qu'on peut utiliser la lumière. Dans le fond, il y a directement sur la lumière qu'on peut allumer ici. On a différentes options sur le dessus. Dans le fond, on a juste la roulette ici qu'on peut utiliser. Dans le fond, on peut utiliser, le mettre en des effets comme party, pulsing, comme la police. Il y a différentes choses qu'on peut vraiment faire pour changer l'intensité. Ouais. Sinon, il y a aussi, avec le cellulaire, avec Sidus Link. Une application mobile? Oui. Dans le fond, je peux jouer avec l'intensité juste ici. Là, ça ne marche pas parce que il ne marche pas. Il a été déconnecté. Oui, mais on va y arriver un jour. Donc, il suffit de la connecter en Bluetooth à son téléphone, puis on peut la contrôler. Oui, c'est ça. On peut la connecter avec le téléphone. Ouais. OK, sympa. Et donc, j'imagine qu'avec ce téléphone, il y a plein de fonctionnalités différentes. Oui. Dans le fond, oui. Moi, je me demandais juste, c'est quoi les fonctionnalités de l'Aputure qui permettent de le démarquer d'un autre appareil? Dans le fond, je pense que c'est vraiment l'application en tant que telle et l'écosystème que ça permet avec Sidus Link puis toutes les autres fonctionnalités d'Aputure. Dans le fond, on peut faire des plans d'éclairage avec l'application. On peut le connecter là-dessus, faire des cues. Dans le fond, c'est une console d'éclairage directement dans notre main. Dans le téléphone? Oui. Incroyable. Ben, moi, je me demandais juste, est-ce que tu l'as déjà utilisé pour certains projets? J'avais utilisé pour un projet au début de l'année scolaire. Dans le fond, j'avais mis comme lumière qui change devant moi. Puis là, ça faisait un effet. Des fois, je faisais des effets. On peut faire des effets d'éclair puis de tonnerre. Comme ça peut donner vraiment des petits effets bien cool. Dans le fond, on peut même le montrer. Comme ici, je peux vous montrer les effets. Il y a la police. Oui. Il y a le feu. On peut jouer avec faire un effet de feu. Ici, on a juste une pulsation. En blanc. Oui. Le party, c'est mon préféré. Les couleurs, ben oui, on peut avoir un gros party ici. Puis sinon, on a le tonnerre. D'accord. Et la télévision. Il y a différents modes qu'on peut utiliser. Puis ça, c'est pas cher non plus aussi. Ah, c'est combien le prix? Ça dépend où ce qu'on est aussi. C'est alentour de 150 $. 150 $. Tu sais, si on veut vraiment se lancer là-dedans, c'est parfait pour nous. OK. Ben, très intéressant. J'ai été vraiment ravi d'en apprendre plus sur cette lumière. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Quant à vous, chers téléspectateurs, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu nous partager ta passion, Nicolas, pour cette formidable lumière. Quant à vous, pour la prochaine rencontre, nous aurons le plaisir de recevoir moi-même, Amine, qui va vous parler de la Tour CN à Toronto. Merci beaucoup et restez avec nous. L'émission reprend tout de suite après une courte pause. Bonne fin de journée.
à tous et bienvenue à l'émission Au cœur des monuments, l'émission où l'on redécouvre les monuments de notre monde. Aujourd'hui, nous recevons Amine Tazi qui va nous parler de la tour du CN. Bonjour Amine, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, fait que dans le fond, aujourd'hui, tu vas nous présenter la tour du CN? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je vous ai amené une représentation, selon moi, de la tour CN que j'ai trouvée. Puis je suis venu vous parler un petit peu lors de ma chronique de la tour CN et quelques anecdotes dessus. Parfait. Puis comment as-tu eu cet objet magnifique? Cet objet, je l'ai eu lors de mon dernier voyage à Toronto, où justement j'ai eu l'occasion de remonter dans la tour CN et de l'explorer. J'ai pu lire, me renseigner, puis apprendre plein de choses. Comme par exemple, ça veut dire que pendant 34 ans, jusqu'en 2010, la tour CN, c'était la plus grande tour du monde. Jusqu'à, oui, être détrônée par le Burj Khalifa, qui a été construit dans l'unique but d'être la plus grande tour du monde. OK. Si je peux te donner quelques chiffres, Oui. la tour CN mesure 553 mètres, alors que le Burj Khalifa, exactement 828 mètres. OK, fait qu'il est beaucoup plus Il grand. est beaucoup plus grand, oui. Puis est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ton voyage ou à la tour du CN? J'ai principalement des anecdotes par rapport à la tour CN. Est-ce que, par exemple, tu savais qu'elle était tapée environ 75 fois par an par la foudre? Ouais. OK, fait qu'elle a souvent eu des coups de foudre. Très intéressant. Ou par exemple, l'antenne que l'on aperçoit au haut de la tour CN, eh bien, en fait, elle paraît petite, mais elle pèse 7,3 tonnes. 7,3 tonnes, c'est très très lourd. Puis, il a fallu des hélicoptères pour la monter en haut, puis la placer pour qu'elle tienne. Et c'est très très lourd et très impressionnant. Okay. Ou encore, la forme triangulaire au pied de la tour CN. Ouais, ça je m'en souviens. Elle n'est pas là juste pour faire joli. C'est vraiment, elle a été pensée, puis des ingénieurs ont travaillé dessus pour que justement elle ne tombe pas. Puis c'est une base très solide. Donc, ouais, il y a beaucoup d'anecdotes. Je pourrais continuer, par exemple, pour vous dire que l'ascenseur, oui. Parce qu'évidemment, il y a 550 mètres. Ben oui. Ben, l'ascenseur, il met 1 minute pour aller du bas au haut. Puis, il me semble qu'elle n'était pas faite complètement en vitre, fait que tu pouvais regarder à terre puis à l'extérieur. Tout à fait. Elle est totalement en vitre. Puis... Mais quand même, je trouve ça impressionnant, 1 minute dans l'ascenseur pour aller du bas vers le haut. Puis juste, ça va à exactement 22 km/h. OK, je suis quand même... C'est une bonne trottinette électrique. Ouais. C'est un ascenseur qui va à 22 km/h. C'est impressionnant. Puis, est-ce que tu as visité d'autres grands monuments dans ta vie, à part la tour du CN? Oui, comme par exemple la tour Eiffel à Paris, ça c'est un classique. Très bon voyage, je pense que j'y étais allé en 2015. Aussi la Belgique. La Belgique, il y a plein de monuments auxquels on ne s'attend pas. Je ne sais pas si tu connais le Manneken Pis. Non, ça ne me dit rien. C'est une petite statue d'un enfant qui, c'est très intéressant, comme les gens à la télé, s'ils veulent voir, comme aller faire des recherches dessus. Aussi, l'Atomium, c'est en Belgique, ça aussi? C'est en Belgique, okay. Ouais, c'est des monuments très impressionnants. Aussi, il y a eu l'Égypte, les pyramides de Gizeh, tout à fait. Il y a eu les États-Unis, avec la tour CNN, cette fois, ou encore... Mais pourquoi ils l'ont appelé comme ça? On dirait qu'ils copient le Canada. Ils essaient de faire mieux. Ou encore la Statue de la Liberté, le One World Trade Center, qui a remplacé les World Trade Center. D'ailleurs, c'est très intéressant, puis très émouvant d'aller là-bas. Donc, ouais, beaucoup d'endroits visités. Est-ce que tu as des endroits que tu aimerais visiter? Oui, il y a beaucoup d'endroits. Le monde est vaste. Hein. C'est comme... Il y a tellement d'endroits dans le monde qu'on pourrait visiter. Et comme je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout explorer. Ouais. Mais je dirais que dans mes objectifs récents, il y aurait l'Italie pour visiter la tour de Pise. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller en Italie. Ou encore le Brésil. Tu connais le Christ Rédempteur, la grande statue du Christ? Non, mais tu vas pouvoir m'en parler la prochaine fois qu'on va se voir. Dans la prochaine chronique. Parce que c'est déjà la fin de l'émission, malheureusement. Puis merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Puis dans le fond, dans la prochaine émission, ça va être moi l'invité, puis je vais vous parler du Watagé. Merci à tous d'avoir écouté cette émission, puis on se revoit très bientôt.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission ActuQC. Je suis votre animateur Félix Aubin et on est en compagnie de la merveilleuse Claudie. Salut Claudie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Alors aujourd'hui, tu viens nous présenter de ton penlight. J'ai bien hâte d'entendre parler de ça. Mais qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui en détail? Okay. Bien, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous présenter mon penlight qui est, dans le fond, un bâton lumineux. Ça vient de l'anglais. Et dans le fond, mon penlight à moi vient de l'Otakuton, qui est une convention d'anime à Montréal. Puis une convention, c'est comme un rassemblement de personnes qui sont fans de la culture japonaise ou etc. Oui. Par exemple, en ce moment, c'est des conventions pour les trucs japonais. Et dans le fond, un penlight, il en existe plusieurs où est-ce que tu peux mettre comme plusieurs couleurs différentes. Comme il y a plusieurs couleurs, tu choisis ta couleur pour ta membre préférée, que je vais expliquer après, vu qu'on fait du watage avec un penlight. Je vais te l'expliquer juste après. Puis il en existe plusieurs sortes des bâtons lumineux. Il peut différentes sortes. Genre, je sais qu'il en existe dans la K-pop, où est-ce que tu as différents penlights comme Blackpink qui ont un genre de marteau, etc. Mais je suis pas sûre si ça sert exactement à la même chose, vu que c'est coréen-japon. Fait que c'est ça. Puis... OK, ben super. Puis en détail, là, ça sert à quoi un penlight, maintenant? Ben dans le fond, ça sert pour faire du watage. Puis le watage, c'est genre un genre de chant danse pour encourager tes idoles, dans le fond. Comme là, en ce moment, vous voyez à l'écran qu'est-ce qui est écrit en bas à gauche, c'est ce qu'on dit, nous, normalement, quand on fait du watage. Fait qu'on crie les membres, on peut faire Tora Tora, etc. Puis, c'est ça. OK. Puis, as-tu des origines, mettons, d'où ça pourrait venir, là, le watage? Oui, bien, dans le fond, le watage, ça vient du Japon. Oui. Qui est obviously. Puis, dans le fond, ça vient des fins des années 1970, où est-ce que des fans, surtout masculins, étaient fans comme d'un groupe, puis ils voulaient participer au concert aussi et pas juste être là, puis nous regarder, puis nous rien faire. Fait qu'ils encourageaient dans leurs affaires en faisant... Ils ont comme inventé des genres de danse, des chants. Au début, c'était vraiment comme ils clapaient dans leurs mains. C'était le vieux watage, on va dire ça comme ça. Puis vers les années 2000, tu as eu le groupe Hello Project qui a cartonné à l'international. Puis c'est là où est-ce que ceux qui faisaient que du watage voulaient se différencier des otaku puis des autres affaires. Fait qu'ils ont commencé à s'appeler les wata. Puis watage, ça a été comme si c'était un verbe dans le fond. Fait que ce sont des wata qui font du watage. Puis dans le fond, ça ressemblait, c'était ça environ l'ancien watage, là. Des gens qui crient puis qui dansent, etc. Donc ça a quand même un peu changé, là. Oui, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Oui. OK. Puis toi, justement, t'en fais-tu du watage ou quelque chose de semblable? J'ai appris c'était quoi il y a peut-être 2-3 ans. Fait que je suis encore très, très de base. Mais dans le fond, le de base, premièrement, mon penlight a ça, puis tu as un bouton en dessous pour l'allumer, mettre un choix de couleur, etc. Puis là, c'est pas le meilleur au monde, fait que la lumière n'est pas diffuse partout. Mais là, par exemple, moi, je suis en bleu, puis quand tu commences un show, tu fais... il y a comme un temps de 7 ou 8 secondes, puis là, tu fais comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis nous, on fait Tiger, Viper... Tiger, Fire, Fibers, je m'en souviens jamais, fait que c'est comme... quand tu t'en souviens pas, tu fais c'est sûr que tu l'as. C'est comme Tiger, Fiber, du feu, etc. Puis à la fin, parce que tu fais toc, 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 puis à la fin, tu fais ja, puis là, la chanson, elle commence. OK. C'est quand même assez précis. Oui, il faut comme tu le saches environ, mais d'habitude, tu as tout le temps un leader qui lead le watage du show. Fait que si tu sais pas, tu suis. OK. Fait que nous, souvent, je suis avec mon ami quand on l'a fait, fait que quand ce qu'on faisait, on suivait. Parfait. Puis vite fait, là, ça se ressent vraiment que tu es une passionnée, là, si je peux te le dire. Puis c'était super intéressant de t'avoir avec nous autres. J'ai adoré entendre parler de tout ça. Merci beaucoup, vous aussi, à la maison, de nous avoir suivis. C'était une très, très belle émission. Restez des nôtres, puisqu'au retour, c'est moi qui prends la place du chroniqueur. Je viens vous parler de mon Akai MPK Mini 2, un synthétiseur, et je viens aussi parler de l'histoire de l'objet. Vous ne voulez pas manquer ça.